Kerouac, vous êtes célèbre à travers les États-Unis par les 16 ouvrages que vous avez publiés. Vous êtes traduit dans 47 pays, 17 maintenant. Vous êtes traduit dans 47 pays, c'est bien 47? Oui, 16 langues. 16 langues. Pour les Canadiens français qui vous connaissent, vous demeurez quand même si vous ne le voulez pas, franco-américain. Vous êtes celui qui est né à Lowell, dans le Massachusetts, de parents canadiens-français. Et avant de parler de votre carrière d'écrivain et comment vous y êtes venu, nous aimerions savoir ce que c'était que l'enfance d'un franco-américain à Lowell. Comment ça s'est passé? Quelle sorte de famille vous aviez? Votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs? À Lowell, on avait des petits quartiers canadiens. Oui, ce qu'on appelle les Little Canada? Non, ça, c'était les ténements. Mais Petit Canada était un, oui. On ne restait pas là, l'autre bord de la rivière. Puis c'était pareil comme rester au Canada. On mangeait des cartons, des tourquets. Rentre pas trop tard, hein? Tu sais que j'ai peur quand je suis toute seule. Appelle petit Jean, il est dans la cour avec son petit chat. Il est là qu'il a à se coucher, là. T'en fais pas, ma petite Angie. Je serai rentré avant 11 h. On a reçu une grosse commande. Elle est arrivée un matin. Manuel m'attend. Petit Jean, rentre à la maison. Ta mère a besoin de toi. Viens, petit homme. As-tu pris ton bain? Oh, demain, si je suis sale. Laisse faire. Tu me feras des cartons si t'as le temps. Qu'est-ce que faisait votre père? Imprimeur. Il imprimait quoi? Des cartes, puis des petits papiers de semaine, de politique. Des petits journaux de politique à propos de la ville. Une belle grosse shop. Il a perdu dans la flood. De l'inondation. Par un après-midi de grisaille, ma mère et moi, on est allés se promener afin de voir pourquoi l'école était fermée. Ma mère me tenait la main. Il y avait dans cette scène quelque chose de triste qui me rappelait la crise de 1930. L'air était gris. Ça sentait le désastre. Mon doux petit Jean, regarde la grosse flotte qui va arriver. Ces méchantes grosses rivières-là, quand il y a bien de la neige qui fond dans le nord au printemps. Que c'est qui va arriver? Personne ne sait. Personne ne savait, Jack, que la rivière allait monter ce jour-là au point d'inonder ta vie. Qu'elle te forcerait à prendre la route vers des risques et des illuminations improbables. Et ce serait si simple de croire que cette route s'est arrêtée en Floride, le 21 octobre 69, et que tu dors désormais pour toujours à Lowell, quelque part en Nouvelle-Angleterre, le lieu de tant de rêves et de déceptions. Car Lowell, avant d'être ton tombeau et ton berceau, fut une ville de rêve pour des générations de Canadiens français qui venaient y chercher la fortune dans ses filatures. Plusieurs, comme tu sais, n'y trouveront que peine et misère, et le sentiment d'avoir oublié et peut-être perdu quelque chose d'irremplaçable. Les Canadiens, dans notre temps, là, qui ont monté aux États, les familles étaient nombreuses au Canada. Et puis, les revenus étaient pas assez forts pour supporter les familles. Et puis, les Américains ici avaient bien peu de familles. Des familles de 1, 2, puis plusieurs n'avaient pas du tout. Ça fait qu'ils donnaient leur terre à moitié. C'est le même qu'on est venu. On n'était pas les seuls. Des familles puis des familles. Passant. Quand j'ai parti du Canada pour m'en aller dans les États, j'avais une simple valise que mon butin était dedans. J'avais une simple valise, mais de l'argent, il y en avait peu de
très bien qu'un matin très tôt, on entend frapper à la porte. Et puis, ma mère va ouvrir. Et puis là, tout étonné, elle voit son cousin, Adélard Ricard, qui venait de Trois-Rivières. Elle dit, comment as-tu pu faire pour te rendre jusqu'ici? Ah, je suis ici avec ma gang. On a eu bien de la misère. Mais il y a quelqu'un qui vous connaissait, qui nous conduit jusqu'ici. Écoute, Joséphine, pourrais-tu trouver un moyen qu'on puisse venir coucher ici ce soir? Parce que on ne sait pas pantoute où aller. Mon père était assez heureux de trouver un travail de manœuvre à ce cousin qui n'a pas tardé à connaître le tissage. Et ça a été le cas d'un nombre infini de gens qui arrivaient du Canada à l'improviste, sans aucune préparation et sans argent. Et il y a eu là une aide extraordinaire entre les gens. Et après ça, bien mon Dieu, le bonhomme qui arrivait avec 5 ou 6 enfants, il y en avait là-dedans qui en ont 3 ou 4, peut-être 5, parce qu'on commençait à travailler à l'âge de 12 ans. Mais ça prenait généralement 1 année ou 2 avant de s'adapter d'une façon convenable. La première journée qu'on a été à l'école anglaise, mon frère et moi, on n'a jamais entendu parler un mot anglais. Et quand le père nous a débarqué à l'école, les enfants sont venus à nous autres, et puis commençaient à parler, je ne sais pas que s'ils disaient, par exemple. Et puis mon frère, d'un bout, il me dit à moi, il dit, Wilfrid, comment ça se fait qu'ils ne parlent pas comme nous autres? Je ne me rappelle pas qu'on a dit un mot de la journée. On est petit, ben, on marche avec les autres, c'est de même, c'est appris ça. Ouais, mais j'ai jamais entendu un mot anglais, ni mon frère non plus, qu'on peut se rappeler, parce que ça nous a surpris. Vous aviez des frères et des sœurs? J'avais une sœur, Caroline, puis un frère, Gérard. On voit 2 morts. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont à rire? C'est lui qui demande les questions. Excuse-moi, monsieur. Puis, vous êtes allé à l'école française? Oui, Saint-Louis de France. Je ne parlais pas l'anglais avant j'avais 6 ans. Vous n'avez pas appris l'anglais avant l'âge de 6 ans? Oui. Ça veut dire que dans votre famille, on ne parlait pas anglais? On parlait français dans la cabane, dans la maison. Est-ce que votre père était né? Léo Alcide Kirouac. Hein? Il est né, Léo Alcide Kirouac. Où est-ce qu'il est né? Dans la province de Québec? Non, il est né à Saint-Hubert, en dehors de Rivière-du-Loup. Oui, dans la province de Québec. C'est pas. Émile Alcide Kerouac, né en amont à Saint-Hubert, Canada, en 1889. Je peux me représenter la scène lors de son baptême, dans une église catholique, fouetté par le vent qui traverse le pays, avec son haut clocher hérissé de pointes de fer et les habitants endimanchés. Les fonds baptismaux où il est baptisé qui s'harmonisent avec la couleur des vieilles dents sur cette terre de loup. Solitaires, les plaines d'Abraham. Je peux m'imaginer toutes les espèces de Kerouac qui ont dû être présents en ce jour de l'année 1889, un dimanche probablement, où Émile Alcide fut oint pour son tombeau. Ses sœurs belles et sculpturales, vêtues d'interminables draperies coupées par les couturiers de Montréal. C'est là qu'est le mystère pour moi. Le mystère de Montréal, la capitale, la culture de tout le Canada français, d'où est venu le foin, et la paternité originale qui s'est multipliée et qui a fait de nous les vrais fils d'Émile. Je revois le baptême de mon père à Saint-Hubert. Les chevaux, les voitures, les rênes que l'on tire soudain avec colère. Une histoire complète à elle seule l'histoire d'Émile. Ses frères et ses sœurs en colère
toute la troupe descendant de la ferme stérile vers les usines des USA. Leur début dans le New Hampshire, des commencements de l'Amérique, avec les bretelles roses, les blondes cendrées, les barbershop quartets, les cantines où l'on vend du popcorn avec du beurre fondu dans une théière et les batailles à coups de poing dans les rues le dimanche après-midi entre les brutes et les héros. Tous les soirs, sur une grande véranda de la maison où j'habitais, où il y avait 40 logements, les hommes se réunissaient d'étage en étage pour jouer aux dames, jouer aux cartes et de parler du Canada. Là, j'ai appris qu'il y avait au Canada un Wilfrid Laurier, un Borden qu'on détestait. Et puis, un peu plus tard, on parlait d'Henri Bourassa. Alors, j'ai entendu ces personnages, pour une bonne part, de tous les problèmes politiques de l'époque. Je détestais aller chez l'oncle Mike. L'oncle Mike sirotait sa tisane au cours de ses après-midi de méditation mélancolique, broyant du noir près des rideaux noirs de ses fenêtres. Quelle tristesse. C'était un homme extrêmement intelligent qui se rappelait toutes les inondations de l'histoire, qui parlait sans arrêt d'une voix éraillée et triste des beautés de la poésie de Victor Hugo. Mike, le poète, était le Kerouac le plus triste du monde. Combien de fois je l'ai vu pleurer. Un petit peu gêné, là. Ça va y passer. Napoléon était un homme grand. Aussi, le général Montcalm à Québec. Tant bien qu'il a perdu. Ton ancêtre, l'honorable soldat, baron Louis Lebris de Kerouac, un grand-père, a marié l'Indienne. Il retourna en Bretagne. Son père, là, le vieux baron, lui dit en criant à pleine tête: « Retourne à cette femme. Sois un homme honnête et d'honneur. » Le jeune baron a retourné au Canada, à la rivière du Loup. Il avait gagné de la terre, allongée sur cette fleuve. Il a eu ses autres enfants. Cette femme-là était une Indienne. On ne sait pas rien d'elle, ni de son monde. Tous les autres parents étaient à 100% français. Oh, les pauvres Kerouac qui meurent toutes, enchaînés par le bon Dieu pour la peine. Peut-être l'enfer. Et la grande vedette, c'est Kerouac, Jacques Kerouac. Et puis, oui, j'ai bien connu. Et puis, ça, il était vraiment franco-américain. Il n'a jamais nié son héritage. Et puis, il a écrit en anglais, mais ses livres sont traduits maintenant. Mais il parlait toujours des franco-américains, de Lowell. Et puis, il aimait beaucoup venir ici. Il était fasciné par les choses mystérieuses, par la religion. Et puis, il trouvait le bon Dieu partout. Et puis, il aimait beaucoup, beaucoup le mystère. C'était un mystique. Mais il aimait beaucoup les vieilles choses, comme les statues, les bougies. Il allait souvent à l'église, puis il méditait. Il disait, oh, il me semble que le Christ sur la croix, là, il grouillait. Mais il dit, c'est pas une vision, c'est mon imagination, mais il dit, pour moi, c'était très réel. Puis, des choses comme ça. Et puis, je lui avais demandé une fois, tu n'as pas peur de l'enfer? Il buvait beaucoup. Oh non, 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 moi, je pense au ciel, pas d'enfer. Je pense au ciel. Je vais aller voir mon petit frère Gérard.
Pourquoi est-ce que Dieu nous tue? La seule réponse peut s'écrire sans mots. Et Gérard le sait, lui. Il se rappelle toute sa vie maintenant. Rien à faire durant cette longue nuit de souffrance, rien d'autre que de souffrir. Et penser. C'est la longue nuit de la vie. Et penser. Bois, Émile. Amuse-toi, bon Dieu. C'est Noël. Pas pour moi, Gaston. Avec mon petit Gérard au lit, ça sera pas un bien beau Noël. Bah, il a déjà été malade avant. Oui, mais ça m'arrache toujours le cœur. Pendant les 4 premières années de ma vie, quand il était vivant, je n'étais pas Ti-Jean Kerouac, j'étais Gérard. Le monde était son visage, la fleur de son visage, la pâleur et l'humilité, la sainteté, l'immense fragilité et les leçons de tendresse qu'il me donnait. Sainte-Marthe. Et ma mère qui me rappelait toujours de faire attention à sa bonté et à ses conseils. Je vous offre ce cierge que je ferai brûler chaque mardi. Mon Dieu, bénissez mon pauvre petit Gérard et guérissez-le pour qu'il puisse vivre sa petite vie en paix. Mon Dieu, ayez pitié de ce courageux petit enfant. Amen. Je vous le demande, Sainte Marthe, de vaincre toutes les difficultés, comme vous avez vaincu le dragon que vous aviez à vos pieds. Ainsi soit-il. Tu sais. Pendant que les hommes boivent pour oublier, toi, Jack, tu n'oublies rien. À l'école, on t'avait surnommé Memory Babe, l'enfant qui n'oublie rien. Une enfance qui reviendra dans tous tes livres. Petite phrase noyée dans ta prose américaine, en canadien-français dans le texte, comme diront les traducteurs. Une enfance passée dans une cuisine qui sentait la vanille. Plus tard, tu t'en souviendras pour écrire. C'est exactement comme le lait froid sur le gruau quand il est chaud. La rencontre du chaud et du froid fait un trou profond dans les souvenirs d'enfance. Puis, c'est le Lowell de l'adolescence, peuplé de Canucks, le sobriquet des Canados franco-américains. Joe Fortier, Billy Artaud, Gene Plouffe, Albert Lauzon, Scotty Boldieu. Des personnages que tu as rencontrés dans Phoebe Street, Lupine Road ou Centralville. Au cinéma Keith, dans les grottes de Pawtucket ou sur le pont de Moody Street, où ta mère et toi vous avez vu mourir un homme. Le Lowell des filatures qui ferment les unes après les autres, dans la débâcle des années 30, laissant la ville aux mains du maléfique Dr. Sachs. Mais maintenant, l'heure est venue de quitter le Lowell des nuits d'avant-guerre. Ton rêve, devenir écrivain. Mais d'abord, sortir. Obtenir une bourse. Se rendre en ville, à l'université. Sortir. Ce n'est pas si facile. Heureusement, il y a le sport, le football, un sport brutal qui ne se joue qu'en Amérique. C'est une course périlleuse et plusieurs plaquages à éviter qui te mèneront du terrain vague des Draycote Tigers jusqu'au stade universitaire. Tu avais 20 ans et tu désirais à tout prix, comme tu le diras plus tard, atterrir quelque part sur un campus pour y fumer la pipe et porter un gilet à boutons. Le football te permettra de rencontrer les célèbres winners, ces gagnants de tout acabit, dont l'Amérique est si friande. À l'étape suivante, il fallait choisir une université. Ma mère tenait à Columbia. Elle désirait s'installer à New York pour voir la grande ville. Mon père, lui, voulait que j'aille au Boston College. Mais comme ma mère, je désirais aller à New York pour voir la grande ville.
Qu'est-ce que je pouvais donc apprendre de nouveau le samedi soir à Newton Heights ou South Bend, Indiana? Et puis, j'avais vu tellement de films sur New York que... Enfin, inutile de s'étendre là-dessus. Le bord de mer, Central Park, Fifth Avenue, Don Amici sur le trottoir, Hedy Lamarr à mon bras au Ritz. J'ai dû reconnaître que, comme d'habitude, ma mère avait raison. Elle m'a dit de laisser Maggie casser chez elle et de partir faire mes études à New York. Nous voici donc en ligne. Et je vois sur le bord du terrain l'entraîneur Lou Libble qui s'est enfin déplacé pour me voir. J'imagine qu'on a dû lui dire que j'étais un drôle de petit Français du Massachusetts sans grand talent pour le football, contrairement à ces chouchous italiens de Manhattan. Maudit! Je vais leur montrer à ces caves-là comment ça court un gars français de Lowell. C'est reparti. Quand je sens tout à coup 4 grosses mains se visser autour de mes chevilles, 2 sur chaque. Gonflé d'orgueil, je pivote adroitement de tout mon poids pour me libérer de leur étau et m'échapper. Je fais une rotation complète. J'entends un craquement sourd. Ma jambe vient de se casser. Un dimanche soir, je sortais tout excité du Royal Theatre. Je venais de voir Citizen Kane d'Orson Welles. Maudit, quel beau film. Je voulais devenir un génie de la poésie filmique comme Welles. Je suis rentré chez nous en vitesse pour entreprendre un scénario de film. Il neigeait et faisait froid. J'ai entendu un petit gars crier en courant avec les journaux. « Les Japs bombardent Pearl Harbor! » Et le lendemain, la guerre était déclarée contre le Japon et l'Allemagne. On était en juin 42, portant un petit sac noir qui contenait des guenilles et une collection de littérature classique en petites éditions qui pesait quelques livres. J'ai marché le long d'une barrière blanche près de la maison de ma mère, en route vers le pôle Nord. Comme le savait si bien Baudelaire accoudé à son balcon du Paris soupirant, les fleurs de la mort sont partout présentes et pour chacun. Alors que j'écris ce soir, nous traversons les eaux les plus dangereuses de notre voyage vers ce mystérieux pays du Nord. Nous avançons sur une mer agitée au-delà de l'estuaire du Saint-Laurent par un clair de lune fantastique. Bien assez pour un Kerouac descendant de Gaspé et des Caps-Bretons. C'est la région où de nombreux navires ont été coulés ces derniers temps. La mort plane au-dessus de mon crayon. Quelle impression est-ce que ça me fait? Aucune. Sinon, une vague résignation. Pour les enfants de 18 ans, bon, ça peut aller. Mais l'idée d'être embrigadé à mort, de pas fumer avant le déjeuner, de pas faire ci, de pas faire ça, c'était vraiment insupportable. J'étais écœuré. Tout à coup, je pose mon fusil à terre dans la poussière et quitte tranquillement tout le monde. I was a freshman at Columbia University, and I had moved into the 7th floor of the Union Theological Seminary during the war when there were no dormitories for the students because they were occupied by Navy trainees. And a friend who was nearby in the same dormitory, down the hall, Lucian Carr, told me that he'd met this poet, since I was a poet, sailor, novelist, who'd written a book called The Sea Is My Brother. At least I think he mentioned the name. And I'd met him at the bar and gave me his address. So I went over there to visit him, knocked on the door, a couple of flights near Columbia in an apartment house. He was eating breakfast. He opened the door with a t-shirt, a white t-shirt, looking very neat, just taking a bath, hair combed, very beautiful looking, young, handsome. And I said, wow, a poet, good looking like that? Because I hadn't read Rimbaud yet. So we sat down and talked about the ocean, sailing, poetry. Or the next time I can remember, I was moving from that house to a little apartment hotel. And after I'd removed all my belongings and taken away my books, and went back to get the last bags or whatever, sheets. And as I closed the door, I said, goodbye, door. And I looked down the hall and said, goodbye, hall. And goodbye, step number 1. Goodbye, step number 2. I began counting the steps and saying goodbye to them. And Kerouac said, oh, do you do that too? He said, you also do that. And it seems that we both had the same idea that
being alive was saying goodbye, in the sense that our existence is so brief, as we understood it, that it becomes more poignant, more emotionally rich, knowing that it's like a dream that is already finished, as Kerouac once said. Life is a dream already over. Tu vas à New York. T'arrives pas à t'en sortir, hein? Est-ce qu'il y a une raison pour pas continuer de les voir? Je sais pas. Je pense seulement que tu devrais te faire de meilleurs amis. C'est tout. Tout ce que je sais, c'est que ces gars-là à New York ont plus d'idées dans la tête. Ils sont plus brillants en un sens, plus intéressants en un sens. On pourrait dire qu'ils sont modernes. Vous pouvez pas me demander de faire les mêmes choses que vous avez déjà faites. Tu te tiens avec une bande de drogués. Du monde croche. C'est ça que tu fais. Je me fous pas mal de ce que les gens font. En autant que ce soit différent. Je suis simplement curieux. En autant que je me rappelle, tu m'as toujours dit ce qu'il fallait pas faire, jamais ce qu'il fallait faire. J'ai vécu plus longtemps. Je sais ce qui est bon pour toi. Si tu continues, tu finiras drogué. Un bum, un trimble, pas mieux que la gang que tu fréquentes. On dirait que t'as aucun sens de l'honneur. Tout ce qu'on t'a montré, ta mère et moi, est disparu, tordu dans ta tête. Puis ça me fait mal, maudit démon. Ça me fait mal. Je suis ton père, moi. Puis je me demande ce qui va t'arriver. Peut-être que c'était une autre manière de dire que j'étais un vagabond inutile. Je bois, c'est vrai. J'ai mes raisons. C'est quoi la grande chose pour laquelle on est censé vivre? La grande foi, espérance et charité de notre époque qu'on nous a déversée sur la tête. Ta mère et moi. Toute ta famille. Son monde à elle. Aussi stupide qu'ils peuvent être. Puis mon monde à moi. On a tout le temps travaillé. On a toujours cru dans le travail pour vivre. Et vivre de vraie vie. C'est ce qu'on peut dire en général de ce pays ici. Ou du moins, c'est ça qu'on... C'est comme ça que c'était. Ce pays ici. Ça veut plus rien dire pour vous autres, les jeunes. C'est juste un grand espace stupide où vous vous a donné à crier puis à faire les fous. C'est tout. Et pourtant, les enfants et leurs pères doivent avoir une notion dans leur âme d'une route possible, d'une autorité, d'un grand savoir, d'une vision, d'une idée de la vie, d'une manière personnelle, d'un ordre dans tout le désordre et la tristesse du monde, ce qui constitue la part de Dieu dans l'humanité. We were talking all the time about supreme reality, having to get a new vision of supreme reality in a sacramental world. I think the key words we used way back in 1945 were sacramental relationships and supreme reality we were looking for. And of course, Rimbaud, with his sense of voyant or visionary seer, voyou, and the complete ordered long et raisonné dérèglement de tous les sens, that fitted right into the early days of sexual experimentation and trying marijuana the first time and peyote in 1950. Eh bien, l'heure avait pour moi sonné d'incarner le marin ivre sur le front de mer ou le vagabond sur la route, tout en continuant à étudier et à écrire dans la solitude. Je n'avais rien appris à l'université qui puisse m'aider à devenir un écrivain, et je ne pouvais pas apprendre mon métier ailleurs que dans mon propre esprit et dans mes propres expériences. Une éducation aventureuse, une aventurosité éducationnelle. Au choix.
Beat Generation were really not from San Francisco at all. They were New York carpetbaggers, or in the case of Kerouac, he was at Columbia University with Ginsberg. And Gregory Corso was from New York, off the streets in New York. I was from New York. But it was a sort of a westward migration after the Second World War, which all came to a head here. There was no literary... nothing had focused after the Second World War. As far as the literary world went in the United States, it took almost 10 years for a new literary scene to become synthesized in America after the Second World War. J'ai pris trop de benzédrine avec les inhalateurs et je me suis vraiment rendu malade. Je souffrais de thrombophlébite et vers décembre, j'ai dû entrer à l'hôpital général de Queens. Mon père, qui se mourait d'un cancer, a dû assister à ma déchéance depuis mes débuts sur le terrain des Draycote Tigers de Lowell, quand j'avais l'ambition de réussir autant au football qu'à l'école, d'aller à l'université. C'est dans cet hôpital-là que j'ai commencé à réfléchir en moi-même. J'ai commencé à comprendre que partout dans le monde, les intellectuels des villes vivent coupés de la terre et ne sont en fin de compte que des insensés tolérables qui ne savent vraiment pas comment continuer à vivre. Mon père ne hurlait jamais de douleur. Oh, fier homme chéri. Puis, un matin, après avoir discuté comment moudre le café, et que le docteur soit venu lui poser un drain. Oh, nature, va te faire drainer, espèce d'écœurante. Il est mort dans sa chaise, sous mes yeux. J'ai remarqué sur son visage une expression de repos mécontent. Et j'ai pensé, tu m'as abandonné, mon père. Tu m'as laissé tout seul pour m'occuper du reste, quoi que ce soit. Il m'a dit, prends soin de ta mère, quoi que tu fasses. Promets-moi. J'ai promis. Et j'ai tenu promesse. Je suis retourné vivre à Ozone Park avec maman, qui faisait son nettoyage de printemps. Le père avait disparu, nettoyé la maison, expulsé les fantômes celtiques. Et j'ai commencé à écrire, dans la solitude et la souffrance, à écrire des cantiques et des prières, même à l'aube, en pensant, quand ce livre-là sera fini, qui sera la somme, la substance et le nœud de tout ce que j'ai vécu pendant cette vie d'enfer, je serai racheté. D'où vous venez ce goût des voyages? C'est un vieux aventurier breton. Non, aventurier. Les Américains sont aventuriers et indépendants. Mais vous l'avez été un peu plus que les autres. Avec mon ami irlandais, là, oui. Vous savez, l'histoire d'On the Road, c'est pas l'histoire de deux beatniks, c'est l'histoire d'un ex-football player. Hein? Ex, ça veut dire j'étais au collège, Columbia. Columbia College. Il a laissé Lowell pour aller à Columbia. Là, vous êtes cassé une jambe en jouant au football. Oui, j'ai cassé une jambe. Puis le gars qui renait la machine, c'était un cowboy, un vrai cowboy. De cheval. Un gars de l'Ouest, de la race solaire, Dean. Ma tante avait beau m'avertir que j'aurais des problèmes avec lui. J'entendais un nouvel appel. Je voyais un nouvel horizon. Et à mon jeune âge, j'y croyais. Même si j'avais des problèmes, et même si Dean devait un jour me lâcher, me laisser tomber comme ami, comme il le ferait plus tard, me laissant crever de faim sur un trottoir ou sur un lit d'hôpital, qu'est-ce que ça pouvait bien me faire? J'étais un jeune écrivain et je voulais décoller. Quelque part sur la route, je savais qu'il y aurait des filles, des visions, tout. Quelque part sur la route, on me tendrait la perle rare.
C'était notre rêve à nous, ça. Avant que ce soit le rêve des Américains, c'était le rêve. Les Anglais qui sont venus s'installer aux États-Unis, ils ont eu peur. Ils sont restés sur le bord de l'eau pendant un bon bout de temps, puis ils rentraient tranquillement, même tant qu'on lit Fenimore Cooper. Il est juste dans le Tennessee, il n'est pas encore rendu à... Alors, tout le 19e siècle américain s'est allé pour rejoindre le Pacifique. Et d'ailleurs, aussi, les Beats vont le rejoindre. Les Dharma Bums, ils vont rejoindre le Pacifique au niveau mental en suivant Whitman. Alors, ils vont refaire le même chemin que nous, on avait déjà fait avant. Alors, curieusement, dans On the Road, tout à coup, Kerouac, le petit Québécois, l'ancien Québécois, au lieu d'être assis en avant et de faire le rêve, il est assis en arrière, dans la voiture qui part justement de New York pour aller en Californie. C'est Cassidy, c'est l'autre, maintenant, qui fait le rêve. Et à ce moment-là, je trouve que c'est une façon extraordinaire. C'est un peu notre situation. We're in the back seat. On est sur le siège arrière. On regarde l'autre conduire. He never did live here permanently in San Francisco. He never was really a part of the local scene. He was always just passing through. So he didn't really feel like he was one of the so-called street poets in San Francisco. When he was here, he was working on the railroad, and he was living in a beat-up old hotel down by the train station. And he didn't hang around here in North Beach very much. He was in the Vesuvio's bar here next door, which hasn't changed at all, by the way. Si on a le mouvement qui est la liberté, il débouche quand même avec The Dharma Bums sur l'immobilité qui est la liberté. Parce que finalement, on part de New York, on se rend jusqu'à San Francisco, on se rend jusqu'en Californie, et rendu en Californie, sous le soleil, on découvre tout à coup que là-bas, on voit une affaire là, qui a l'air comme un autre soleil, puis on découvre que c'est le Japon. Puis là, au Japon, ils disent, bien, pour être libre, il ne faut pas bouger. Pour être libre, il faut être assis, il faut méditer. Alors, c'est tout ce mouvement-là. Et Kerouac en est comme l'annonciateur, celui qui est le témoin. Et c'était cette quête spirituelle vers l'Orient qui est un mouvement qui commence après la guerre, en Europe aussi, pour essayer de recréer une spiritualité différente qui va donner la révolution à la fois sexuelle, morale et sociale des années 60. Mais devant ça, il y a tout à coup, on sent chez Kerouac un genre de raidissement. Il est plus sous que d'habitude. Je veux dire, et là, il cherche à quelque part dans l'alcool une solution que l'alcool ne peut pas y donner. Il devient celui qui va et vient, qui marche nulle part. Et c'est pas suffisant, je pense, pour lui permettre d'écrire. Il l'avait déjà écrit. Je veux dire, maintenant, il était condamné à errer. Mon séjour à San Francisco touchait à sa fin. J'étais maintenant au bout de l'Amérique, au bout de la terre. Et maintenant, il n'y avait plus nulle part où aller. Sinon, revenir. Et, devant moi, c'était l'immense panse sauvage et la masse brute de mon continent américain. Au loin, quelque part, de l'autre côté, New York, sinistre, loufoque, vomissait son nuage de poussière et de vapeur brune. Il y a dans l'Est quelque chose de brun et de sacré, mais la Californie est blanche comme le linge sur la corde et frivole. C'est du moins ce que je pensais à l'époque. Votre premier roman, The Town and the City, vous avez pris 3 ans pour l'écrire. Oui. On the Road, vous avez pris 3 semaines pour l'écrire. Ben, j'ai découvert la manière spontanée. Oui, spontanée. La prose spontanée de Jack Kerouac, c'est ça. C'est sa marque. Quand tu commences une histoire, puis tu vas dans une bar, puis tu commences une histoire avec des hommes, tu n'arrêtes pas pour effacer, hein? Tu continues, puis tu continues, puis tu continues. Mais on raconte même que vous achetiez non pas des feuilles de papier, pas des changements. Des rouleaux. Les rouleaux, ça, c'est pour obviate. Comment ça fait ça? Pour empêcher... Empêcher de changer la page. Tu
passes un grand rouleau, puis tu continues, puis tu continues. Puis tu fais tes yeux fermés. T'en appelles tout comme ça. Ta route s'allongeait, Jack, comme une interminable fuite. Elle ne s'arrêtera ni au Mexique, ni au Maroc, ni sur la montagne de la désolation où tu voulais te faire bouddhiste. Ta route s'allongeait, ton histoire aussi. Car tu avais maintenant conçu le projet d'un grand livre, la légende de Duluos qui comprendrait tous les livres que tu avais déjà écrits. La légende de Jack Kerouac. Ta route s'arrêta en 58. L'heure était venue de rentrer en ville. On the Road sera un succès phénoménal, dû en grande partie à la célèbre critique en fera paraître Gil Milstein dans le Times de New York. Les seules personnes qui comptent pour moi sont les fous. Ceux qui sont fous de la vie, fous de la parole, fous d'être sauvés. Ceux qui désirent tout avoir en même temps, ceux qui ne baillent jamais, ceux qui ne disent jamais de banalité, mais qui brûlent, brûlent, brûlent. Comme des chandelles romaines fabuleuses. Why is he so great? Because he invented a way of writing that was usable in any language in any country of the world, which is to say, writing your mind itself. Not writing a story, not writing external history, writing the mind, primordial mind put down on the paper. That cuts through all the bullshit of official language and governments and second-rate prose and commercial prose, going to the prose as prayer from the heart of the being. He was essentially a writing saint, and he gave his life to writing, as most writers never do, and he gave more to his writing than most people conceive of as the role of the writer. Created a new kind of 20th century writer, working still in the tradition of someone like Faulkner or Joyce, where writing was a sacramental matter. Here, writing was for him sacrament and prayer, his complete revelation of the world. Et le premier qui a assuré votre succès, là, On the Road, là, vous êtes devenu le fondateur de la Beat Generation. Qu'est-ce que c'était la Beat Generation pour vous? Ben, il y avait la Lost Generation de 1920. Oui. Puis c'était 1940, 50. On disait, qu'est-ce qu'on va appeler ça? Qu'est-ce qu'on va appeler ça? C'est vous qui l'avez inventé, ce terme-là, Beat Generation. J'ai entendu des vieux bonhommes dire ça, dans le dessus, des vieux nègres. Oui. Beat. Dans le sens de écrasé, vaincu. Oui, pauvre. Pauvre. Après ça, j'ai été dans la petite église de Sainte-Jeanne d'Arc. Puis d'un coup, j'ai dit, ah, Beat, béate. Béatitude. Ça a changé de sens, alors, dans votre esprit. Beato en italien. Beato. Béatifique en français. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi le sens de beat de l'orchestre de jazz? Oui, puis le sens de tout ça, puis de tout ça. C'est moi qu'on fait ça. Les canous. Puis le drum. Puis c'est pas important. Le nom n'est pas important. Mais les enfants sont importants. Oui, mais vous dites que le nom n'est pas important, mais vous refusez d'être appelé un beatnik. Vous n'êtes pas un beatnik. Beatnik, c'est un terme où j'avais un beau mot pour celui-là. Dégrinateur, degrading. Péjoratif. Péjoratif. C'est un beau mot. Inventé après Spoutnik. Vous faites avoir de l'air les petits idéalistes de l'Amérique qui ont de l'indépendance. D'avoir de l'air comme des Russian spies. Nick, Beatnik, Spoutnik. Yepnik. Yepnik, Peacenik. Un soir de lilas, je marchais, souffrant de tous mes muscles. Parmi les lumières de la 27e rue et de la Welton, dans le quartier noir de Denver, et je souhaitais être un nègre. J'avais le sentiment que ce qu'il y avait de mieux dans le monde blanc ne m'offrait pas assez d'extase, ni assez de vie, de joie, de frénésie, de ténèbres, de musique, pas assez de nuit. Je suis passé le long des vérandas obscures des maisons mexicaines et nègres. Il y avait de douces voix,
Parfois le genou brun d'une fille de mystère et de volupté. Et les visages sombres des hommes derrière les grosiers grimpants. Des petits enfants trônaient comme des sages dans des vieilles chaises berceuses. Un groupe de femmes de couleur est passé et l'une des plus jeunes en se détachant de la bande de matrones est venue à moi. Très vite. Hello, Joe. Tout à coup, en s'apercevant que ce n'était pas Joe, elle est repartie en courant, toute confuse. J'avais envie d'être Joe. J'étais seulement moi-même, Sal Paradise, triste, rôdant dans l'ombre violette, dans cette nuit insupportablement douce, souhaitant de pouvoir échanger tous les mondes contre le bonheur, la pureté de cœur, la nature extatique des nègres d'Amérique. I was always urging him to go back and find his roots, because so many writers, they become famous and they wander rootless around the world, and they lose the real basis of their writing. But Jack tried a couple of times to go back to Lowell, and he just went back and got drunk in the various bars there, and he didn't stay. I mean, and going back to Canada was more or less the same idea, except that was still much further away. Je pense qu'il est évident que Kerouac et le jazz, ça se conjugue de pair. Kerouac, c'est un écrivain libre. C'est un écrivain qui ne connaît pas d'empêchement, qui ne veut pas les accepter en tout cas. C'est un écrivain qui improvise. Et il est évident que quand on a écrit soi-même, on sait que l'improvisation n'est pas aussi totale que ça. Comme le jazz, du reste. Les jazzmen qui improvisent tous les soirs ont des balises, savent jusqu'où ils peuvent aller. Mais avec Kerouac, c'était la même chose. En même temps, Kerouac, ça va avec l'angoisse. Quand on le lit, quand on entend sa voix, on sent qu'on est sûr que c'est un être angoissé. Et le jazz, j'ai toujours cru, quant à moi, que le jazz et le blues étaient, dans ses plus grandes réalisations, étaient une musique, ou sont des musiques, puisque je parle du blues en même temps, sont des musiques de l'angoisse. Charlie Parker, la vie de Charlie Parker, en quelque sorte, c'est la vie de Jack Kerouac, avec toutes sortes de variantes. Évidemment, l'un est un blanc américain, l'autre un noir, mais tous les deux couraient en réalité après la vie comme on court, ou on ne court pas après la mort. Leur vie était des suicides, d'après moi, des suicides non pas calculés, mais des suicides consentis. Et moi, je suis sous presque tout le temps. Pour ne pas avoir l'air d'un trouble-fête, pour ne pas détonner dans le tableau. Mais j'ai fini par comprendre qu'ils étaient trop, que j'étais cerné, qu'il me fallait retrouver un refuge dans la solitude ou mourir. Well, when Kerouac was in France, I remember he went to his publisher's offices, Gallimard. He wanted to meet Monsieur Gallimard, and the secretary at the receptionist said, il n'est pas là, on ne peut pas voir Monsieur Gallimard comme ça, il faut des rendez-vous et tout ça. Alors, Kerouac était fâché, il s'en allait, il commençait à buvait beaucoup. Et après 2 heures, j'avais un coup de téléphone chez moi à Paris. C'était le secrétaire. Elle voulait savoir où est M. Kerouac, parce que M. Gallimard est très, très fâché, parce que nous n'avons pas laissé M. Kerouac entrer. Où est-il? Et comme ça, mais c'était trop tard. Jacques était disparu, je ne sais pas où, dans les bars. Maintenant que vous avez 45 ans, là, vous regardez les jeunes, puis vous dites, non, je dis que les nouveaux jeunes sont fins. Ils cherchent de quoi. Et si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous feriez la même chose que vous avez fait? Je l'ai déjà fait cette année. Et dernière question en 30 secondes. Qu'est-ce que Jack Kerouac pense de Jean Kerouac? Ça veut dire ça. What do you think of yourself?
Oh, qu'est-ce que tu penses? Que moi, je pense de moi-même? Oui. Je suis tanné de moi-même. Ben, je sais que je suis un bon écrivain, un grand écrivain. Je ne suis pas un homme de courage. Puis, mais il y a une chose que je sais faire, c'est écrire des histoires. Le grand soleil se déversait sur ma souffrance, la rendait plus vive, plus démentielle et plus éprouvante pour les nerfs. Qu'est-ce qui m'arrive donc? Pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Est-ce que je ne suis pas un être humain? Est-ce que je n'ai pas fait de mon mieux comme les autres? Je n'ai jamais vraiment essayé de faire mal à personne. Je n'ai jamais maudit le Seigneur du fond du cœur. Les mots que j'ai étudiés toute ma vie me paraissent tout à coup horribles et glacés comme la mort. Jamais je ne serai un heureux poète qui chante la mort et les autres thèmes romanesques. Va-t'en, grain de poussière, avec le limon d'un million d'années. Tiens, prends un morceau de limon, sors ça de ton shaker. Et toute la verte nature du canyon est maintenant en train de s'agiter au soleil du matin. On dirait un appel imbécile et cruel. I would say he offered his heart to the United States, and the United States rejected his heart, and he realized what suffering the United States was in for, and saw the tragedy of America as Whitman had seen the tragedy of the United States. When the singer of the nation finds that the nation has sickened, what happens to the singer of the nation? This is Gregory Corso's question. America by his day was sick, militarily sick. Military-industrial complex had taken over. Hard-heartedness had taken over. Everything that, as a Canuck peasant, Kerouac hated had taken over. The mechanization, the impersonality, the homogenization, the money grubbing, the disrespect for person, that had all taken over, and vast wars. The whole, you know, the attack on the provincial in the wars. So I would say America broke his heart.